8,9% par an, c'est la rentabilité des sociétés foncières sur les 15 dernières années. Pas mal, non? C'est pas le type de valeur que vous aimeriez avoir en portefeuille? Sans doute, puisque vous regardez cette vidéo. Et évidemment, le problème que vous avez peut se résumer à ceci. Vu le nombre d'actions du secteur immobilier, comment choisir? Voire même par quoi commencer? Alors, une liste de sociétés immobilières comme base de départ, ça vous tenterait? Eh bien, d'une, je vous ai trouvé 5 actions offrant un rendement moyen de 8,73% s'il vous prenez l'envie d'investir sur chacune d'entre elles. De deux, j'ai essayé de sortir des sentiers battus et des valeurs que tout le monde rabâche. De 3, en fait, il n'y a pas de 3. Du coup, on y va? Allez, on y va. Donc, en investissant par exemple 10 000 € sur chacune de ces 5 immobilières, vous recevrez 4 365 € de dividendes par an sans rien faire. Ça fait rêver, non? Hop hop hop! Attention! Avant de vous jeter sur votre compte titre pour passer vos ordres, attendez au moins de voir si elles s'accordent à votre stratégie. Car tout ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais seulement des pistes à explorer. Et oui, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et en compagnie de mon partenaire Le Cube, un grand salut à tout le monde! Nous allons d'abord balayer rapidement les éléments de base du secteur immobilier, avant de passer à nos 5 valeurs, et voir si l'une d'entre elles entrera dans notre portefeuille. Et je dis rapidement, car le sujet est assez complexe. Donc, pour éviter que cette vidéo ne fasse 2 heures, nous verrons ça dans un épisode spécifique. Que je vais donc ajouter à la longue liste des sujets à traiter. Donc, déjà, ici, on est bien dans le pierre-papier, et plus particulièrement dans le cadre des immobilières cotées. Parmi elles, certaines vont avoir le statut de SIC en Europe, et REITs pour les États-Unis. En gros, SIC et REITs bénéficient d'un statut fiscal préférentiel. Elles ne sont pas concernées par l'impôt sur les sociétés. En contrepartie, elles doivent reverser entre 90 et 95% de leurs revenus aux actionnaires, d'où les dividendes élevés pour la majorité d'entre elles. Et soyons clairs, en France, les SIC ne sont pas éligibles au PEA. Et oui, elles ne payent pas d'impôts. Le fisc ne va donc pas vous permettre de les intégrer dans un dispositif où vous paieriez moins d'impôts. C'est ça le néolibéralisme, privatiser les profits et socialiser les pertes, ou plutôt dans ce cas-là les impôts. Dans les grandes lignes, il existe différents types de foncières dont chacune possède ses propres caractéristiques. Les immobilières résidentielles, les immobilières de bureaux, l'immobilier commercial, souvent spécialisé dans les centres commerciaux, l'immobilier industriel, l'entreposage, les infrastructures. Et ça, ce sont les plus connus. Car en plus, on va trouver l'immobilier de santé, l'immobilier d'hébergement, les data centers, les casinos et établissements de jeux, ainsi que les immobilières spécialisées, catégorie dans laquelle on met bien tout ce qui n'entre pas dans les autres. Bref, un univers à part entière. Pour finir ce panorama, quelques éléments à prendre en considération lorsque vous vous attardez sur une foncière. D'abord, la dette n'est pas forcément rédhibitoire pour une immobilière. Le plus important est la gestion qu'elle a de celle-ci, et donc sa capacité à la rembourser. Ensuite, ces entreprises sont souvent sensibles à la variation des taux d'intérêt. Lorsque ces derniers augmentent, les sociétés les moins endettées s'en sortent mieux. Pour la majorité d'entre elles, ce qui compte le plus est l'évolution de leurs revenus locatifs. Donc, allez jeter un œil à leurs plus gros clients et à la durée des contrats. Enfin, le taux d'occupation a une grande importance pour la régularité des revenus. En général, en dessous de 90%, c'est plutôt mauvais signe. Voilà, maintenant que ça s'est vu, on va pouvoir passer à nos 5 valeurs, dont chacune a sa propre particularité. Mais avant de voir ça, commencez par vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. CBO Territoria est une jeune société créée en 2004. Il s'agit d'une micro-capitalisation qui développe, promeut, gère et vend des biens immobiliers, tertiaires, vente en bloc et terrains à bâtir,
sur l'île de la Réunion, à Mayotte et en Île-de-France. Son taux d'occupation est de 98%. En termes de résultats, pas grand chose à dire. La croissance est stable, pour ne pas dire faible, avec une certaine variabilité sur les bénéfices. C'est correct, sans plus. À noter une baisse de l'EBITDA entre 2022 et 2023. Par contre, la gestion de la dette nous intéresse bien plus. Et ici, on a une entreprise saine avec une tendance à la réduction de l'endettement. La capacité de remboursement de la société est plutôt pas mal. Son leverage est un peu au-dessus de notre grille, mais sur une tendance baissière depuis 2019. Son taux de couverture des intérêts est sûr et sain. Son DTI reste assez élevé, tout en étant plus bas que celui de ses concurrents. En gros, c'est bon. Pour les flux de trésorerie, l'entreprise possède de l'argent en plus, même si son cash flow opérationnel est en décroissance depuis 2022. Son free cash flow connaît des fluctuations, mais l'entreprise génère, depuis 2019, des excédents de cash, ces derniers ayant été négatifs entre 2014 et 2018. Par ailleurs, la marge de sécurité des flux de trésorerie semble être extrêmement solide. Un bon point donc. Du côté des marges, elles sont régulières avec une croissance forte, ce qui est très bon. Petit bémol, la marge brute a toutefois connu une baisse entre 2022 et 2023, tout comme l'EBITDA sur la même période, ce qui indique une certaine pression sur le business. Mais on est en présence d'un bel avantage financier pour cette société. Même si du point de vue des ratios de rentabilité, on reste dans la moyenne sans plus. Exact. Actuellement, la société propose un rendement de 6,56%. Mais attention, n'étant pas une foncière de type SIC, ce qui lui permet d'être éligible au PEA, CBO Territoria n'a donc aucune obligation de versement d'un dividende. Il faut donc en tenir compte dans le cadre d'une stratégie de rendement. Le fonds public belge d'investissement immobilier Retail Estates est un acteur de niche spécialisé dans la mise à disposition d'immeubles commerciaux. Il acquiert ses biens auprès de tiers ou construit et commercialise les 10 immeubles pour son propre compte. Du point de vue de ses résultats, les indicateurs sont très bons. Son chiffre d'affaires connaît une croissance forte, de même que son résultat net, même si on peut noter un léger ralentissement de ces derniers. On est face à une société en bonne santé financière, générant de la richesse et en position d'avantage financier. Du coup, c'est un check. La dette globale est à peine au-dessus de la norme, ce qui est au final plutôt pas mal pour une foncière. De plus, l'endettement général et le gearing sont sur une tendance baissière, ce qui est un bon signe. Le current ratio faible est toutefois une alerte sur sa dette à court terme. Mais dans le même temps, son leverage et son DTI la placent à nouveau en avantage financier. De plus, son taux de couverture des intérêts est sûr et sain, que demander de plus? La trésorerie est positive. L'entreprise possède de l'argent en plus et génère de l'excédent de cash, ce qui est une très bonne chose. Mais son cash flow opérationnel a tendance à décroître alors que la croissance de son free cash flow se ralentit. Deux éléments qu'il serait bon de creuser. En effet, au niveau de la rentabilité de l'entreprise, les marges sont exceptionnellement fortes, même si là aussi on découvre un business sous pression, ce qui n'a rien d'étonnant au vu de la situation de l'immobilier actuellement. Dans tous les cas, on est face à une société qui crée de la valeur et dont la rentabilité est légèrement supérieure à la moyenne de son secteur. Un bon point. Une belle société donc, qui propose en plus un rendement de 7,54%. Retail Estates possède donc de nombreux atouts, avec quelques points à surveiller cependant, surtout dans un contexte peu favorable à l'immobilier. Ne nous laissons pas emporter donc. Aedas est un promoteur espagnol fournissant des services immobiliers et développant des propriétés clés en main construites pour être louées. Elle s'adresse à la fois aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Il s'agit d'une petite capitalisation, enfin à plus d'1 milliard d'euros quand même. Allez, on commence avec les indicateurs de résultats, qui sont tout bonnement impressionnants. L'entreprise est en forte croissance sur les 10 dernières années. Son résultat net a explosé de plus de 113% sur les 5 dernières années. Aedas est donc en très bonne santé financière. C'est un check. Cependant, le management s'attend à une baisse de ce résultat pour 2025.
Au niveau de la dette, c'est plutôt pas mal. L'endettement est faible et son leverage montre même que l'entreprise est en position d'avantage concurrentiel. Mais deux éléments sont à prendre en considération. D'une part, cette dette est actuellement en augmentation. D'autre part, le DTI montre un signal préoccupant sur cette augmentation par rapport à la capacité de remboursement de l'entreprise. Bon, comme on pouvait s'y attendre, au niveau de la trésorerie, les indicateurs sont moins bons. Alors, les cash flows sont positifs, mais seulement depuis 2023. Auparavant, ils étaient négatifs, ce qui donne une absence totale de sécurité sur la capacité de l'entreprise à générer du cash. Pour les marges, Aedas nous souffle le chaud et le froid. À 10 ans, la société ne montrait aucune croissance de celle-ci. À 5 ans, elles sont tendanciellement en baisse. Au niveau de sa rentabilité, on est dans la norme sans plus, même si son ROIC est fort à 5 ans. En gros, on a une société qui, au final, est en dents de scie. Les résultats sont bons, mais devraient baisser dans le futur. La dette est plutôt saine, mais celle-ci augmente. La trésorerie est à haute variabilité. Et pour la rentabilité, elle est plutôt bonne, mais en baisse. Le dividende, c'est pareil. Actuellement, il est à plus de 13%, mais son augmentation semble être plutôt exceptionnelle. Bref, si vous voulez y investir, car Aedas montre des atouts pour une croissance explosive, c'est un dossier à explorer plus en profondeur. À vous de voir. Et avant de passer à nos deux dernières sociétés, n'oubliez pas, un pouce en l'air, un commentaire, voire les deux, ça fait toujours plaisir. Retour en Belgique avec Cofinimo, qui acquiert, développe et gère des biens immobiliers locatifs dans un portefeuille réparti entre la Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni. Spécialisée dans l'immobilier de santé, elle est également présente dans l'immobilier de bureau et dans la niche de l'immobilier de réseau de distribution, les points de vente directs de produits ou services. Son taux d'occupation est de 99,4%. Au niveau des résultats, rien d'exceptionnel. La croissance est faible mais régulière. Toutefois, il est à noter que le bénéfice a nettement baissé entre 2022 et 2023, ce qui peut montrer que d'une part, la société montre des signes d'affaiblissement et d'autre part, qu'elle a potentiellement des problèmes avec sa dette. Ce qui est en partie confirmé par l'analyse de l'endettement. Donc, la société a un endettement élevé, mais qui n'est pas non plus excessif pour une foncière. En fait, les deux ratios préoccupants sont avant tout son current ratio, qui indique que Cofinimo peut avoir des problèmes sur sa dette court terme, et son ratio dette nette sur EBITDA, qui est à la limite acceptable pour une foncière. À approfondir donc. Du côté de la trésorerie, c'est plutôt bon. L'entreprise possède et génère du cash. De plus, la différence entre cash flow opérationnel et free cash flow nous indique que l'entreprise a fait d'importants investissements, ce qui pourrait expliquer les problèmes d'endettement. Parallèlement, puisque ce même endettement baisse alors que les liquidités augmentent, on a donc une amélioration du bilan. C'est un check. L'entreprise dégage des marges très importantes, avec en plus un ratio de charges d'intérêt très faible, ce qui lui permet d'obtenir un bel avantage financier. Cependant, on peut noter une chute drastique de la marge nette entre 2022 et 2023. Il serait bon d'aller voir les causes de cette baisse. Parallèlement, la rentabilité économique et financière n'a rien d'exceptionnel et est même plutôt faible, tout en étant positive. Au final, tout va se jouer sur l'intention du management de rembourser cette dette ou pas. Si c'est le cas, en plus de proposer un rendement de 9,46%, elle offrira la possibilité d'une forte valorisation. Dossier à suivre donc. Finissons avec le leader européen des centres commerciaux, Klépierre. Et vous allez voir que leader ne rime pas forcément avec résultat exceptionnel. Alors, l'entreprise est française, mais s'est développée dans plus de 10 pays d'Europe occidentale. Son taux d'occupation est à 96,2%. Pour les indicateurs de résultats, si vous vous étonnez de voir une croissance négative à 5 ans, n'oubliez pas que l'entité a été fortement impactée par la période Covid. Cependant, à 10 ans se dégage une légère tendance baissière, ce qui montre une incertitude sur le business. Tournons-nous vers les indicateurs d'endettement. D'une part,
on a une tendance baissière de l'endettement et du levier de la dette, ce qui est bien, mais d'autre part, la part de dette reste très élevée, même pour une entité de cette classe. Cependant, les taux d'intérêt de sa dette restent faibles, ce qui relativise l'importance de son endettement. L'entreprise possède des liquidités, mais si on remarque que son cash flow opérationnel est fortement croissant, ce n'est pas le cas du free cash flow dont la croissance se réduit. L'écart étant bien sûr expliqué par les investissements de l'entreprise. On est dans la norme sans plus. Sur les indicateurs de rentabilité, on observe un ralentissement de la croissance des marges. Le summum étant la marge nette qui passe de plus de 35% à 10 ans à 9% à 5 ans. Et même si le Covid est passé par là, ce ralentissement avait commencé dès 2017. Alors, pour l'instant, rien d'inquiétant, tant que cela ne continue pas. La rentabilité économique, même si elle est relativement faible, est au-dessus de celle de ses concurrents directs. C'est un bon point pour la compagnie. Par contre, on constate une baisse de sa rentabilité financière, qui reste d'ailleurs elle-même assez faible. Mais c'est vrai que lorsqu'on est face à une entité comme Klépierre, on s'attend à des résultats plus impressionnants. Alors qu'au final, c'est correct, voilà. Toutefois, l'entreprise se démarque surtout par la qualité de ses actifs. De plus, elle offre un rendement de 6,26% en date d'aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Bon, maintenant que nous avons fait le tour de nos 5 valeurs, reste à savoir laquelle entrera dans le portefeuille. Ce petit éventail de sociétés permet d'avoir un panel assez diversifié dans le domaine de l'immobilier. Mais au vu du dernier épisode de notre série Un portefeuille presque parfait, vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette fois-ci ? En même temps, ça met du piquant dans l'univers assez morne du YouTube Game Finance. Du coup, soyons clairs. Même si le secteur souffre et va certainement continuer de souffrir pendant un petit moment, les foncières ont de nombreux avantages. Investir dans l'immobilier, mais sans le côté chronophage des biens physiques, avec une liquidité plus grande que pour ces derniers, tout en offrant revenus et stabilité. Certaines pouvant même évoluer à contre-courant des marchés et produire du rendement en période difficile. C'est bon, la voix. Ce qui les intéresse, c'est de savoir quelle valeur va être choisie. Donc pas la peine de tergiverser. Alors, à votre avis, je prends Klépierre ou pas ? Suspense. D'accord, on se la joue comme ça maintenant. On pourrait quand même faire un point sur le portefeuille, non ? Oh, c'est bon. Le portefeuille se porte très bien. Il est à 12% de rentabilité avec un rendement de 6%. Voilà, c'est fait. Alors, Klépierre ? Pas Klépierre ? Bon, très bien. Alors, Klépierre ? Eh bien, non. Je sais, c'est étonnant, mais même si c'est une valeur qui peut sembler sûre, ses fondamentaux ne sont pas si bons que ça. Et je n'ai pas envie qu'elle nous fasse une Next City. Très bien, on élimine Klépierre donc. Ensuite, je vais écarter CBO Territoria. Elle a un fort potentiel, mais le statut de son cash fait que je préfère la garder en watchlist pour l'instant. En même temps, on va toutes les garder en watchlist car pour une fois, il n'y a pas vraiment de canard boiteux dans cette sélection. C'est pas faux. D'ailleurs, Aedas et Cofinimo sont à peu près au même niveau. Et si on prenait les avantages de l'une pour les plaquer sur l'autre, on aurait une super foncière. Mais, au vu de l'analyse, elles ne font pas le poids face à Retail Estates. C'est donc elles que je vais choisir. Très bien, nous entrons donc sur Retail Estates, ce qui porte notre portefeuille à 12 valeurs sur 10 secteurs d'activité. Ce qui conclut notre premier cycle d'investissement et la zone Europe. Le portefeuille va pouvoir évoluer vers d'autres cieux, mais on en reparlera. En attendant, si vous voulez découvrir les avantages et les inconvénients de l'immobilier par rapport à la bourse, eh bien vous n'avez qu'à aller voir cette vidéo pour vous faire une idée plus précise. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et si vous vous dites maintenant, très chouette cette chaîne, désormais je la regarderai régulièrement. Alors le plus simple est de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour ne pas manquer un seul épisode. C'est fait ? Très bien. Alors on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.
Une Nexity, sérieusement? Bah oui, t'es au top, au sommet, puis un grain de sable vient enrayer la machine, et boum patatras, tu finis sur le bitume. Après, c'est le risque de toutes les entreprises. Rabat-joie. Ah, la vérité n'est jamais amusante. Sinon tout le monde la dirait.